D'accord, j'espère que tout est OK maintenant. C'est OK, Joe, vous êtes en OK. direct. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour aux acolytes qui suivent. Je vous confie nos trois panélistes, à savoir Marie-Françoise Ibovi, Agnès Debiage, Julie Ilondongimi et notre cher modérateur Joe Jean-Charles, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et on lui dit un joyeux anniversaire en commentaire. Merci infiniment d'être là. Je vous confie à notre public. Merci. Merci, Pauline. Merci, vraiment merci pour l'invitation. Je profite du moment pour remercier l'équipe dynamique de l'association de Acolytes qui avait fait choix de moi pour modérer cette activité en cette date ô combien spéciale, vu qu'on sait que cette activité se réalise pour marquer normalement le 8 mars, qui est une date extrêmement importante pour nous, vu que c'est la journée internationale des droits des femmes. Et en même temps, je profite de l'occasion pour rendre hommage aux femmes qui ont lutté pour leurs droits un peu partout dans le monde. Faut tout de même préciser que l'histoire des droits de la femme ou des femmes est marquée par le courage, la fougue, la détermination sans faille de celles qui ont osé dire non et pour défier l'injustice. De Olympe de Gouges, qui a revendiqué avec fermeté l'égalité entre les deux sexes dès la Révolution française, à Rosa Parks, qui a résisté au système ségrégationniste, en passant par Simone de Beauvoir, des Quatre Sœurs Sylvain d'Haïti, à Naval El Sadawi de l'Égypte, à Assia Djaber, à Mahata Aïdou, l'intellectuelle féministe du Moyen-Âge Christine de Pizan, Awa Keïta, qui est-elle la première femme africaine à écrire une autobiographie, et tant d'autres femmes qui ont aussi marqué l'histoire du monde par leur engagement. Elles ont toutes combattu à leur manière les discriminations, lutté jusqu'à briser les limites pour un monde plus égalitaire, tout en ouvrant la voie aux générations futures. Grâce à elles, des avancées ont été obtenues, mais le combat continue. C'est dans cette perspective tout à fait spéciale que nous recevons à Sunday Live ce dimanche 9 mars 2025 trois femmes exceptionnelles, profondément engagées sur la scène littéraire africaine et du monde, à qui je profite pour dire bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'endroit où elles sont présentement. Ces trois femmes, ce sont Agnès Debiage, Marie-Françoise Mouladi Ibovi, Julie Ilondo Nguini. Mesdames, je vous dis bonsoir. 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 OK, bien là, c'est sûr que j'espère que nous allons passer en fait 90 minutes chrono ensemble à échanger, à discuter autour de cette thématique qui est ce que femme veut. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse au moins 1 minute par personne pour une toute petite présentation. En 1 minute. Exactement. C'est le challenge. Ouais, vraiment un challenge. Alors, on commence avec Agnès Debiage. Alors, je vais faire rapide. Je suis consultante internationale aujourd'hui, spécialisée sur les dynamiques du livre en Afrique, avec une bonne connaissance des écosystèmes. J'interviens dans plein de pays. Je vis en France. J'ai vécu 23 ans sur le continent africain, pas du côté du Cameroun, mais en Égypte, en fait, dans des réalités finalement très proches quand même. Aujourd'hui, mon travail est essentiellement d'œuvrer à la professionnalisation des acteurs du livre, de donner de la visibilité à ces professionnels du livre qui publient en fait, qui vendent les livres africains sur la scène internationale. Et quand je dis internationale, c'est au-delà des frontières du continent. C'est également de nouer des liens entre les différentes zones linguistiques du continent. C'est de les aider à se professionnaliser aussi bien dans l'édition que dans la librairie. Et c'est de travailler à la structuration de la chaîne du livre, ce qui est un très, très grand enjeu dans beaucoup de pays. J'ai fait rapide. Hein. D'accord, merci. On continue. Julie?
Voilà, moi c'est Julie Ilondonguini. Je suis auteure jeunesse. J'ai publié 3 livres pour enfants. Alors, je travaille actuellement sur une collection qui se focalise essentiellement sur le Congo pour l'instant. Mais dans les nombreux projets que j'ai, c'est tout simplement de publier des livres pour enfants qui parlent essentiellement des réalités africaines et également de faire ressortir la beauté du continent africain en général, c'est-à-dire donner une autre image à l'enfant de ce que le continent africain en général représente et non seulement de ce qu'on peut lire sur Internet, notamment tout ce qu'il y a de pauvreté, guerre, crime. Juste ne pas se focaliser sur ce côté négatif, mais plutôt sur le potentiel qu'a le continent africain. Et comme point de départ, j'ai commencé par le Congo, mais au fur et à mesure, au fil des années, nous allons évoluer et embrasser d'autres pays. Voilà, j'ai aussi fait très court. Merci. Et on enchaîne avec Marie-Françoise Ibovy. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marie-Françoise Ibovy. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Donc, je suis un peu une touche à tout, on va dire, en littérature. J'écris du théâtre, nouvelles, romans, jeunesse. Et depuis quelque temps, je me suis spécialisée dans le roman policier et la BD. Voilà. Plus court, c'est pas possible. Hein. Super. Mais merci déjà pour la présentation. En fait, je crois que le public qui nous suit a déjà une idée de ces 3 grandes dames qui est juste en face de moi. Mais là, je vais adresser une question directement à Agnès Desbiages, en fait, auteure, éditrice et libraire. Votre engagement sincère depuis plus de 2 décennies vous a permis de participer avec passion à la diffusion des cultures tout en posant des actions positives en faveur des professionnels du livre, local et international. Mais concrètement, aujourd'hui, où en êtes-vous avec votre objectif ou votre rôle d'accompagnement au service du livre et de la lecture en Afrique? Alors, en fait, j'ai pas d'objectif, mais j'ai une vision. OK. J'ai une vision qui fait que j'ai envie, en fait, que ces éditeurs arrivent à mieux travailler ensemble à l'échelle du continent. J'ai envie que leur image soit aussi bonifiée au niveau international. J'ai envie que les libraires du continent aient beaucoup plus de choix de livres produits localement. J'ai envie que les bibliothèques également puissent mieux s'équiper de livres édités localement. Et si j'insiste sur le édité localement, c'est parce que moi-même, je suis française et j'ai tout à fait la notion de ce que signifie l'import. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été longtemps libraire et je sais très bien ce que ça signifie d'importer. D'importer venant d'une autre culture, alors avec tout ce que ça a de positif, mais tout ce que ça a de réducteur également. Donc aujourd'hui, vraiment, cette vision, elle est de faire avancer les choses et d'avoir un impact positif. J'ai clôturé hier soir le premier forum des éditeurs jeunesse d'Afrique qui a eu lieu à Lomé du 6 au 8 mars. Donc, je suis connectée depuis Lomé, là, dans ma chambre d'hôtel. Et nous avions 50 éditeurs du continent, 15 pays représentés, plus de 2000 titres en représentation. Ce qui veut dire que ces éditeurs, non seulement ont eu une part de professionnalisation à travers des thématiques qui touchent au cœur de leur métier. Je vais parler de la cession des droits, je vais parler de la créativité dans l'album jeunesse, je vais parler au développement d'un personnage attachant pour les enfants. Nous avons parlé du digital avec les métadonnées du livre, par exemple. C'est très technique, hein, mais les métadonnées du livre qui favorisent la découvrabilité numérique. On a parlé du livre audio avec 2 éditrices de livres audio. Tout ça, ce sont des thématiques ultra professionnelles. Et j'avais envie qu'ils avancent tous dans leur connaissance, dans leur compréhension
de ces sujets-là. Et ça a été extrêmement positif. La deuxième chose que ce forum a impliqué, c'est que j'ai voulu mettre ensemble des acteurs francophones et anglophones du continent. C'est-à-dire que le Ghana était représenté, bien sûr le Cameroun était représenté, le Nigeria était représenté, le Kenya était représenté, en plus des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, en fait, a participé à créer des liens qui n'existaient pas, faire en sorte que ces gens se rencontrent, les amener à partager leur métier, partager leurs livres et céder des droits. Parce qu'en fait, depuis 20 ans, j'entends parler des problématiques de circulation du livre au sein du continent, qui sont réelles, hein, c'est une réalité. Mais puisqu'on n'a pas réussi à les résoudre, on ne va pas éternellement s'apesantir sur le fait qu'il y a des problèmes, on va essayer de chercher des solutions. Et une de ces solutions, c'est la cession de droits. Donc, céder les droits de reproduction d'un titre sur un territoire à un autre éditeur. Si aujourd'hui, imaginons que j'étais éditrice au Togo, j'ai du mal, je n'arrive pas à envoyer mes bouquins au Congo-Brazza, eh ben, il vaut bien mieux que je vende les droits d'un titre au Congo-Brazzaville et que l'éditeur du Congo-Brazza enrichisse son catalogue et donne une autre vie à ce livre. Pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai vécu des grandes rencontres internationales où j'ai vu des acteurs africains faire connaissance les uns avec les autres en dehors du continent. Également avec les anglophones. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça ne se passe pas en Afrique, tout ça? Donc voilà, j'ai initié ça, je viens juste de le clôturer hier soir. Et c'était une grande expérience. Ben, super, ben, c'est vraiment intéressant le fait d'avoir et de vous avoir écouté ainsi élaboré par rapport avec cette vision. Ben, vu que vous dites que vous n'avez pas d'objectif, mais plutôt une vision, ben, c'est extrêmement important. Mais je vais vous poser une seconde question et après, je vais continuer l'échange avec Julie et Marie-Françoise. Et normalement, s'il y a des questions, les gens peuvent les noter et au moment opportun, ils pourront nous les adresser. En fait, la deuxième question, c'est, vous avez certainement observé et vécu beaucoup de choses durant votre riche parcours d'auteur, d'éditrice et de libraire, surtout en Afrique. Mais dites-nous ce qui vous a le plus marqué et aussi par rapport à notre thématique qui est ce que femme veut. Dites-nous qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer dans ces secteurs d'activité dans les 10 ou les 20 prochaines années. Alors d'abord, je rends un grand hommage aux femmes, qu'elles soient auteurs, qu'elles soient éditrices, qu'elles soient libraires, parce qu'il y en a beaucoup. Ce sont des métiers très féminins. C'est une réalité. Vraiment, ce sont des métiers très féminins. Je suis incapable de dire pourquoi, mais c'est une constatation que j'ai pu faire. Ce que j'ai noté, en fait, quand je regarde l'ensemble des zones sur lesquelles j'interviens, puisque je vais être aussi bien dans l'océan Indien qu'en Afrique centrale, j'étais au Cameroun il y a 1 an, là je suis en Afrique de l'Ouest, il m'arrive d'aller aussi en Afrique du Nord, c'est en fait comment dire, chaque acteur est très isolé dans son coin, est très isolé dans son entreprise, il est centré sur son entreprise et déjà au niveau de son marché national, il a du mal à être en interaction collaborative avec ses confrères et ses consoeurs. C'est un petit peu la problématique de la structuration de la chaîne du livre. Ça, c'est valable aussi bien pour les auteurs, les éditeurs, les libraires. Mais ces acteurs ont également du mal à, comment dire, nouer ces liens avec les uns et les autres. Je vais vous citer un exemple. L'année dernière, j'ai piloté le programme professionnel du Salon international du livre d'Abidjan. Dans ce cadre-là, on a organisé 6 rencontres digitales qui étaient des thématiques purement professionnelles. Et ben, on s'est rendu compte que finalement, au fil des rencontres, on avait de plus en plus de monde parce qu'on crée du lien. Or, ce lien entre les professionnels du livre aujourd'hui en Afrique, il est essentiel parce qu'il y a ces partages d'expériences qui peuvent servir aux uns et aux autres. Et je crois qu'il faut dépasser le simple stade de la concurrence, même sur un marché national, pour essayer au contraire, voilà, d'améliorer les choses. Je vais vous citer un petit exemple et vraiment
comment dire, pour moi, c'est important cette notion de lien. Il y avait 2 éditeurs camerounais qui étaient présents au forum que je viens de clôturer. Les 2 éditeurs, tous les 2 à Yaoundé, que je ne citerai pas, étaient là pour la première fois, se rencontraient pour la première fois. J'ai discuté avec une de ces éditrices, je prends toujours l'exemple du Cameroun, je lui dis, mais est-ce que tu connais une telle qui est distributrice? Elle me dit, non, je ne connais pas. Je dis, attendez, je vous mets en contact. Et en fait, je passe mon temps à donner des contacts aux uns aux autres avec beaucoup de plaisir, ce qui me permet moi aussi de découvrir des nouveaux acteurs, puisque voilà, si j'ai besoin de quelque chose, je sais à qui demander. Et en fait, pour moi, ce tissu relationnel qui, comment dire, qui naît petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà un grand réseau, mais mon grand réseau, j'en fais bénéficier les uns et les autres. En fait, je passe ma journée à recevoir des WhatsApp qui viennent de plein de pays d'Afrique. Agnès, est-ce que tu aurais un contact pour ça? Agnès, est-ce que tu connais ça? Agnès, est-ce que, à ton avis, comment est-ce que je fais ça? Et en fait, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ce lien, je reviens vraiment à ça, voilà, qui permet juste de grandir pour nous tous. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, hein. Eh oui, en fait, Je vous oui. concentrer à noter, donc. Ben oui, vous avez répondu et je pense que c'est extrêmement important. Ben, le fait que tu as souligné certains points qui sont extrêmement importants, surtout le rapport qu'il y a avec le lien, que vous considérez surtout comme ce tissu relationnel. En fait, c'est un travail de médiation extrêmement important que j'encourage fortement. Bon, pas seulement pour le continent africain, mais pour tous les pays qui souhaitent développer des relations entre auteurs et les consommateurs également, pas seulement et en tant qu'écrivain, mais plutôt en tant que créateur. Les créateurs ont besoin de ces genres d'initiatives, de ces genres de travaux qui vont leur aider, d'une part, à rentrer en contact surtout avec les gens qui font pratiquement les mêmes choses qu'eux-mêmes, mais peut-être qui sont un peu distancés par rapport avec leur positionnement. Mais aussi, ça va aider à attirer beaucoup plus de monde, surtout lorsque je parlais de créateurs. Oui, les créateurs, c'est sûr qu'ils produisent, mais ces créateurs-là ont surtout besoin du public, des gens qui ont une certaine conscience euh, comment dirais-je, une certaine conscience de la dimension artistique que leur propose le créateur. En fait, je pense que ce travail de médiation, c'est extrêmement important. Alors, je vous encourage de continuer, mais c'est sûr que ce n'est pas une chose facile. Je vais retourner avec vous. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Parfois, je dis, alors bon, je dis que je suis consultante internationale, c'est ce qui est marqué sur ma carte de visite, mais en fait, je suis une facilitatrice. OK. Vous voyez, une facilitatrice qui connaît extrêmement bien le domaine du livre, les différents écosystèmes, éditeurs, auteurs, libraires, bibliothèques, vous voyez, et voilà, j'essaie juste de faciliter tout ça, que ce soit à l'échelle d'un pays, que ce soit à l'échelle du continent, que ce soit une échelle plus large. Mais c'est là que le travail de la médiation devient important. Alors là, je vous encourage. Mais là, je vais enchaîner, mais cette fois-ci, ce serait à votre tour. Julie Ilondo Nguini, en fait, vivant aux États-Unis d'Amérique, vous vous engagez depuis un certain temps dans la littérature jeunesse pour aider les enfants à travers le monde à connaître votre pays d'origine, le Congo. Et à travers votre collection All Hebout Congo, vous avez respectivement écrit à la rencontre de l'Okapi, deuxièmement à la rencontre du bonobo et troisièmement à la rencontre du gorille des montagnes. Avec bien sûr Sylvie Munanga. En fait, je ne sais pas si je prononce extrêmement bien. Mais d'abord, dites-nous pourquoi avoir fait choix de la littérature jeunesse. J'avais toujours eu l'impression que les enfants africains en général n'avaient pas vraiment accès à des livres qui leur parlaient directement. La plupart des livres, je suis partie de ma propre expérience. Quand j'ai grandi à Kinshasa, alors la plupart des livres que je lisais quand j'étais vraiment petite,
C'était Martine, les amis de Martine, le Club des 5. J'adorais ces livres et jusqu'à aujourd'hui, j'en raffole toujours, et ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais je me disais qu'à un certain niveau, ces enfants africains doivent avoir accès à des livres qui leur parlent directement de leur propre réalité, où ils pourraient se retrouver. Alors, c'est comme ça que cette idée m'est plus venue lorsque je suis allée une fois à la bibliothèque. J'avais mon bébé, elle devait avoir quelques mois à peine. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants âgés de 3-4 ans en train de feuilleter les livres, tout simplement. Ils ne lisaient pas puisqu'ils étaient vraiment très jeunes, mais ils les feuilletaient. Alors, je me suis mise à observer ces enfants et tout de suite, ce sont les enfants africains que j'avais en tête. Et je me suis mise à rêver, on va dire. Et si c'était ces enfants africains de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui feuilletaient des livres et qui trouvaient des acteurs qui leur ressemblaient? Pourquoi ne ferais-je pas ça? Alors, je me suis dit que généralement, les enfants de cet âge-là sont très attirés par les animaux. Ils sont souvent fascinés. Alors, quel est cet animal que je pourrais présenter à l'enfant qui, à la fois, ne l'a pas encore vu, mais qui est bel et bien présent dans le continent africain et qui pourrait être une découverte pour l'enfant? Et de là, je suis partie de l'Okapi parce que l'Okapi, qui est comme un animal emblématique pour la RDC, dont on ne parle pas beaucoup, et je me suis dit, ben, on va commencer par là. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec À la rencontre de l'Okapi, pour présenter à l'enfant justement l'Okapi et en même temps l'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait parler de cet animal, qu'est-ce qu'il faudrait dire de cet animal et pourquoi on en parle. C'est à la fin le préparer déjà à cet exercice de la protection de l'environnement. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et j'y ai pris goût parce que ce n'est qu'en 2020, oui, en 2021, on va dire, que le premier livre a paru. Donc, j'y ai pris goût et petit à petit, j'ai commencé à accumuler des manuscrits, des livres jeunesse, j'en ai maintenant un tas, qui n'attendent qu'à être publiés maintenant. Ok, super, mais par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, comment vous recevez le feedback par rapport à ce projet que j'estime que c'est un projet extrêmement important et intéressant? Oui, le feedback est très positif parce que je vais vous confier quelque chose. Je voulais publier en 2 langues, en français et en anglais. Pourquoi en 2 langues? Parce que je me suis dit, comme je vis aux États-Unis, ça serait plus facile pour moi de faire la promotion du livre ici aux États-Unis. Donc, dans différents marchés, je peux facilement parler aux gens. Alors, en français, la version en français, c'est bien entendu pour l'Afrique francophone. Donc, entre autres, je voyais l'Afrique centrale. Et les pays cibles, c'était les 2 Congos, le Cameroun, le Gabon. C'était vraiment mes pays cibles. Je vais vous confier quelque chose. Lorsque nous avons publié 1000 livres en français et 1000 livres en anglais, est-ce que vous savez que les copies qui ont été, les exemplaires qui ont été les plus vendus, c'était des livres en français? À ma grande surprise. Parce que je vous assure que lorsque j'avais voulu imprimer ces livres, j'avais dit à notre partenaire, commençons par imprimer un grand nombre en anglais, puisque j'étais allée sur le fait que je suis présente et selon ce qu'on dit, les enfants anglophones lisent plus que les enfants francophones. Donc, je me suis dit, comme ça, on imprime une petite partie. Mais ils m'ont convaincu, ils m'ont dit non, publie en même temps 1000 exemplaires pour commencer en anglais, en français. Et je vous assure que j'ai été agréablement surpris. La réception de ces livres a été phénoménale, je dirais. Au bout de 4 mois, j'avais écoulé plus de la moitié de ces livres en français. Okay. C'est maintenant moi qui avais des difficultés à envoyer des livres. Ben super, ça marche. Si on peut utiliser ce terme. Mais ça marche bien pour vous en ce sens. Oui, dans ce sens-là, oui. Je ne devrais pas le nier. Ça marche très bien. Donc, la réception, elle a été positive, tant au niveau des enfants qu'au niveau des parents. Pourquoi d'abord au niveau des parents? Parce que nous avions opté pour des livres cartonnés dont les enfants pouvaient feuilleter les livres sans les déchirer. Parce qu'au début, les parents me disaient, oui, mais les livres, on va les acheter pour les enfants et au bout de quelques mois, ils vont les déchirer. On ne les déchire pas facilement, ces livres. Donc, du coup, les parents ont été encouragés à acheter ces livres. Et comme ces livres-là avaient comme cible les enfants très jeunes, donc on a plus de dessins
que d'écrits dont les enfants feuilletaient. Et quand même on avait des livres qu'on donnait à des associations, on leur disait que c'était comme une bibliothèque parce qu'on privilégiait des coins où les enfants n'avaient pas du tout accès aux livres. Ces enfants ne voulaient plus rendre les livres. Ils voulaient les garder, continuer à les feuilleter à la maison. Donc, du coup, on était obligé d'envoyer plus de livres et de lever plus de fonds pour carrément donner ces livres à ces enfants pour les garder à la maison et d'autres pour pouvoir servir à certaines bibliothèques qui n'avaient justement pas de livres. Donc oui, ça marche très bien. Et c'est ce qui nous a justement encouragés à publier à la rencontre du bonobo et puis à publier à la rencontre du gorille de montagne, bien qu'avec le gorille de montagne, nous sommes en train d'imprimer la version en français qui sera bientôt disponible parce que pour l'instant, il n'y a que la version en anglais qui est disponible pour le gorille des montagnes. Super. Agnès Desbiages, vous avez une réaction? Oui, en fait, je voulais poser une question à Julie, si c'est possible. Je me demandais en fait où, puisque voilà, vous avez dit que pas mal de livres en français avaient été vendus. Je me demandais où est-ce qu'ils avaient été vendus et voilà, où est-ce que les lecteurs en fait pouvaient les trouver. Et vous dites que vous êtes aux États-Unis. Et Oui. est-ce que les livres sont édités aux États-Unis ou est-ce qu'ils sont édités quelque part en Afrique? Non, ils sont édités aux États-Unis. Nous faisons l'auto-édition, donc ils sont édités aux D'accord. États-Unis. C'est la correction qui a lieu en Afrique avec Acolyte. C'est eux qui relisent nos manuscrits. Ils nous les renvoient et le reste de la chaîne, on les envoie en Chine pour l'impression. On nous les renvoie aux États-Unis et nous les renvoyons en Afrique. Donc, c'est assez… oui, c'est ce qu'on fait. Et à Kinshasa, principalement, le premier lot de livres, c'était, je crois, 300 livres. C'était vraiment de bouche à oreille. C'était vraiment de bouche à oreille. Ensuite, on a commencé à faire le partenariat avec l'AESH, qui est en fait un bookstore. Oui, une librairie. Une librairie, voilà. Itinérante. Oui, et ils font des ventes ambulantes. En fait, eux, ils vendent dans plusieurs écoles. Et c'est grâce à eux, en très grande partie aussi grâce à eux, qu'on a pu écouler puisque eux, ils livraient à la maison. Ils allaient dans différentes écoles, dans différents bâtiments où ils savaient qu'ils pouvaient trouver des parents. Ils proposaient les livres. Et c'est comme ça que les parents commandaient les livres sur place à Kinshasa, puisque c'est là où une très grande partie a été vendue. Il y a une autre partie qui a été vendue au Cameroun. C'était lors du salon du livre pour enfants de Yaoundé. Oui, pendant cette période. Les deux début décembre. D'ailleurs. Oui, c'est pendant cette période également avec Nadine, son organisation Mouina. Oui, c'est avec elle qu'une bonne partie de livres également a été vendue. Donc, c'était les deux pays qui ont connu une grande vente, donc Congo, Kinshasa et Cameroun. Alors, je repose une deuxième petite question juste pour finir. Ce que je trouve absolument génial, c'est que vous parlez des tout cartons. Or, il y a trop peu de tout cartons et il y a trop peu d'offres de livres pour les tout petits. Oui, oui. Et on m'a posé la question très récemment en me disant où est-ce qu'on peut en trouver et j'ai eu beau repasser en revue pas mal de catalogues. Et pourtant, Dieu sait que voilà, j'en ai un large éventail. Il y en a très peu sur le continent. Oui. Or là, vous répondez en fait à une tranche d'âge qui aujourd'hui n'a quasiment pas d'offres et en tout cas pas d'offres manipulables sans être abîmées, comme vous le dites justement. Oui. Et c'est ce qui justement m'a poussé à faire ces livres cartonnés parce que j'avais remarqué qu'il n'y en avait pratiquement pas. Et quand j'ai essayé de me renseigner, en fait, même ici, ceux qui produisent ces livres cartonnés, c'est vraiment les très grandes maisons d'édition parce que ça coûte quand même cher de les imprimer. Ça coûte très cher. Parce que si vous devez faire la comparaison entre un livre cartonné et un album jeunesse normal, j'aurais peut-être 2000 ou 2500 exemplaires contre 1000 seulement avec des livres cartonnés. Mais à ce moment-là, mon objectif, c'était vraiment les tout petits. Parce que je me dis, à un certain moment, c'est bien beau, on peut initier les enfants à la lecture à 10-15 ans, mais c'est toujours plus facile de le faire quand ils sont vraiment très jeunes. Et là, à 10 ans, ça devient naturel. On n'a même plus à courir derrière eux parce qu'ils sont déjà habitués à l'âge de 2 ans, rien qu'en feuilletant un livre. OK, Julie, je vais en revenir avec vous. Là, je dois prendre une réaction. Marie-Françoise, vous avez une réaction?
Oui, par rapport à Julie, c'était plutôt deux questions. La première, OK. est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire de l'auto-édition sur place à Kinshasa? Parce que je sais qu'en matière d'impression, c'est quand même assez développé sur place. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'éditer l'ouvrage sur place? Et l'autre question, vous avez parlé d'une traduction en français et en anglais. Oui. Il y avait possibilité de le faire en lingala aussi pour toucher plus d'enfants, plus de public large? Oui. Bon, pour faire de l'auto-édition sur place à Kinshasa, bon, j'avais préféré le faire ici parce que je le faisais seule. Vous voyez, tu sais, au départ, puisque j'ai créé une petite structure, une petite maison d'édition, si on peut le dire comme ça, qui allait produire ces livres. Donc, au départ, je n'avais pas de fonds. Donc, moi-même, je pouvais écrire en français et Sylvie le fait en anglais, puisqu'elle est plus anglophone que francophone. Alors, faisant sur place, ça minimise le coût, puisque je ne me paye pas. Je le fais moi-même avec mes propres recherches. Pour la version en lingala, nous avons la version en lingala. Nous avons travaillé avec une maison de traduction sur place à Kinshasa. Donc, la version en lingala, elle existe. Elle existe, mais elle n'est pas encore imprimée. Parce que mon souci, c'est de reconduire ce livre cartonné. En fait, j'aimerais garder le même standard de livre. Que ce soit la version en anglais, en français et en lingala, que ce soit le même livre. Mais une fois de plus, ça coûte cher de les imprimer. Donc, nous sommes encore au niveau de lever des fonds pour pouvoir imprimer ces livres en lingala. Et nous avons même la version en swahili. Parce que justement, le but, c'est que ces enfants, puisque quand nous avions travaillé avec des bibliothèques, notamment à Bukavu, ils nous disaient qu'il y a des enfants très jeunes qui fouillaient la bibliothèque parce qu'ils ne comprenaient pas le français. Donc, du coup, ils se sentaient exclus. Et notre but, c'est que tout enfant, que la langue ne soit pas un obstacle, mais que tout enfant puisse ouvrir ce livre et le lire dans la langue dans laquelle il se sent à l'aise. Et nous savons bien qu'à l'intérieur du pays, par exemple, on peut toucher plus d'enfants en lingala, on peut toucher plus d'enfants en swahili. Mais il faudrait les imprimer en cartonné et ça coûte cher. Donc, du coup, on essaye de... La version en français se vend en anglais, se vendant ici sur place et à un prix un peu plus élevé parce qu'ici, le livre coûte cher et le pouvoir d'achat est élevé. Donc, c'est plus facile pour nous de lever des fonds pour la version en lingala en nous servant de la version en anglais, vous voyez. Donc, du coup, dès qu'on a un certain nombre d'argent, on peut publier, imprimer les livres en lingala et en swahili. Donc, déjà en manuscrit, ils existent. Alors, l'impression sur place sur le continent africain, il y a deux problèmes. On m'a dit que la qualité ne sera pas la même. Ça, c'est de 1. Et de 2, le prix sera malheureusement plus élevé qu'en Chine pour le moment, qui reste compétitif. Et là, je rejoins même ce que Madame Agnès disait tout à l'heure. Si nous pouvions avoir justement ce genre d'impression sur place en Afrique, cela permettrait aux enfants d'avoir plus accès aux livres et à moins cher. Exactement. Oui, parce que imaginez tout cet exercice. Envoyer les livres en Chine et les renvoyer en Afrique, vous voyez que ça augmente le coût. Mais du moment qu'on veut que les livres soient accessibles aux enfants, on est obligé de sensiblement baisser le prix. Et nous, moi en tant qu'éditrice, par exemple, de ces livres, la marge de bénéfice est très, très mince. Parce que le but premier, c'est de ne pas avoir des gros bénéfices sur ces livres, mais mon but premier, c'est que ces enfants aient accès à ces livres. Donc, pour pouvoir combler ce trou, on est obligé parfois de faire de levées de fonds. Ici, c'est facile. On fait des levées de fonds avec des associations, des individus qui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils comblent justement ces prix de transport pour que ces livres soient vendus vraiment à très bas prix, à moitié prix même qu'à ceux d'ici normalement, pour que ce soit accessible aux enfants. C'est une chose extrêmement importante. L'accessibilité des livres, c'est une chose extrêmement importante pour les gens, pour les jeunes surtout, pour démocratiser le livre, le savoir. Ça, c'est un point extrêmement important. Oui, c'est très important. Oui, Julie, je pense qu'il faudrait que vous réfléchissiez votre modèle aussi en tant qu'éditrice. Je comprends tout à fait la problématique de l'accessibilité et votre motivation à rendre ce livre accessible. Mais en fait,
vous vous focalisez sur une cible alors que les lecteurs sont, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont partout en fait. Oui, Donc il oui. faudrait revenir à une pratique professionnelle d'éditrice qui pourrait vous permettre notamment de céder les droits. J'entendais le Swahili, ça peut être très, je veux dire, vous avez pas mal de pays quand même qui vont parler de Swahili. L'anglais, moi je vous disais, j'avais des Nigérians, des Ghanéens, enfin je veux dire, des gens qui peuvent être preneurs de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Oui. français, on a quand même toute l'Afrique francophone. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion aussi à avoir qui peut être intéressante. Ouais. Oui. Eh oui, mais là, Marie-Françoise, Ibovi, en fait, vous êtes titulaire de master en création d'entreprise et de certificat en journalisme. Aujourd'hui, vous consacrez votre temps aux livres, à la littérature. Notons que votre première publication, oui, des histoires, avait reçu en 2012 le Grand Prix des Arts et des Lettres de la République du Congo. Et environ 8 ans plus tard, vous avez publié, soit en 2023, Aura des hommes aux éditions Les Lettres Mouchetées. Mais il faut également préciser. Aura des hommes, c'est pas moi, c'est Janice Ochemi. Moi, c'est Le Cadavre du fleuve. Cadavre du fleuve. OK, merci pour la rectification. Mais là, il faut préciser au public qui nous suivent présentement que vous abordez aussi des thèmes sociétaux dans vos nouvelles. Mais comment décririez-vous votre écriture comme engageante, une créatrice engagée? En fait, avant, j'étais une créatrice engagée sans canal pour s'exprimer. Justement, j'en viens à l'écriture parce que je cherchais un canal pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir dénoncer les discriminations que je voyais autour de moi, que ce soit du sexisme, misogynie, précarité des femmes et tout. Et le premier canal a été l'écriture. Le premier canal a été le format de la nouvelle, parce que c'est un format assez court. Après, je suis allée au roman. J'ai voulu aussi toucher la jeunesse avec le roman jeunesse. Et remarquant qu'il n'y avait pas plus de lecture que ça au niveau des jeunes, je me suis dit de trouver un canal un peu plus accessible. Et voyant que dans certains médias traditionnels qui ne relaient pas toujours des thèmes qui nous concernent, je me suis dit, la BD, tiens, peut être un excellent médium pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir revendiquer nos droits. Donc, d'où le roman policier aussi. Rien de tel que de dénoncer certains événements sociaux sous forme d'enquête. Rien de tel. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure du temps, mon canal à moi pour les engagements, c'est devenu la BD, parce que cette forme narrative et avec les images est très, très accessible. Là, je viens de lire récemment une BD d'une femme publiée chez Glénat qui parle du parcours des femmes de l'immigration. J'ai trouvé ça super, illustré en BD, accessible dans le langage par rapport à l'image. Donc, aujourd'hui, nous, femmes, on a tellement d'éléments pour se faire entendre, tellement d'éléments pour se faire lire. Et nous, on a cette chance avec l'écrit. Et j'espère et je vois, comme a dit Agnès, qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui viennent à l'écriture en tant qu'éditrice, en tant qu'écrivain et en tant que scénariste aussi. Et ça, c'est super. C'est encore plus de voix, plus de canal pour nous faire entendre et nous faire voir un peu plus dans le combat qui est le nôtre. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le mener, c'est nous en premier. Et je suis contente de faire partie de ces femmes-là qui apportent leur petite pierre à l'édifice. Intéressant. En fait, utiliser l'écriture comme canal pour proposer, pour dénoncer quelque chose face à notre société, à la société ou face au monde actuel que nous vivons est une chose extrêmement importante. Mais là, je vais adresser cette question à vous trois. Vous allez réagir. Pensez-vous que la littérature ou l'art en général peut aider à combattre véritablement les inégalités? Parce qu'aujourd'hui, là, nous devons le rappeler, la thématique de ce jour, c'est ce que femme veut. Et on sait que cette activité se réalise dans le cadre pour marquer le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Et vu que dans l'échange que nous avons là en ce moment, il y a beaucoup de points
il y a beaucoup de mots qui viennent. Il y a l'engagement, il y a la vision, il y a l'action, il y a le canal qu'on utilise également. Mais là, vu que vous êtes tous des auteurs, et là, je reprends la question, pensez-vous que la littérature ou l'art en général peut aider à combattre les inégalités? À vous. Qui commence? Alors, les inégalités, c'est un champ très large quand même, parce que je veux dire, voilà. Quel type d'inégalité peut y avoir? Je pense que quand on est face à son livre, en fait, c'est l'être humain qui est face à un imaginaire, qui est face à des idées, et là, il n'y a plus de questions sociales ou autres, c'est vraiment une relation extrêmement émotionnelle qu'on a. Je me rappelle d'une campagne de publicité des libraires en France qui disait le livre, c'est le meilleur moyen de voyager. Aujourd'hui, il y a tellement de gens en Afrique qui aimeraient pouvoir voyager, aller ailleurs, découvrir, mais partout dans le monde d'ailleurs. Hein. Finalement, le livre n'est pas c'est un disponible, n'est pas magnifique accessible. vecteur. C'est juste une idée qui me vient à l'esprit, puisque voilà, tu abordes la question des inégalités. Mais je comprends que c'est vaste, mais là, faut quand même on ne va pas élargir et totalement, mais là, vu que on sait que le débat que nous sommes en train de faire aussi a rapport avec les droits des femmes, par rapport avec le 8 mars, on peut centrer le débat aussi par rapport avec les luttes que mènent les femmes pour et renverser, pour briser des barrières et pour ouvrir des voies à la jeune génération. En fait, essayons d'aborder le sujet par rapport avec cet angle. OK? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. C'est vrai que le sujet de discrimination est tellement vaste que c'est un peu difficile de se focaliser sur un élément. Bon, quoique on peut parler, par exemple, des violences faites aux femmes, de la précarité. Effectivement, le livre, l'écrit, quoi de tel que pour véhiculer ces informations-là. Mais encore faut-il que ce livre il soit accessible. Voici encore un autre problème. On a ce canal qu'on peut véhiculer, par lequel on peut véhiculer ces revendications-là, mais trouver aussi le moyen de le rendre accessible de l'autre côté. Par exemple, moi, aujourd'hui, mes livres, ils sont publiés ici. C'est vrai, on se bat pour les renvoyer au pays, les rendre accessibles, mais c'est le parcours du combattant. Donc, voilà encore un autre problème qui se greffe à un autre et c'est pas évident. Mais l'accessibilité, c'est une chose extrêmement importante là, parce que lorsqu'il n'y a pas d'accessibilité pour tout le monde, déjà, on est face à l'inégalité. Ce qui veut dire que le savoir n'est pas démocratisé. Il y a un groupe de gens qui a une certaine facilité pour pouvoir en profiter de certains livres, de quelques auteurs, mais il y a aussi d'autres gens, d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité. En fait, là, je pense que l'accessibilité est un point extrêmement important et ce point-là mérite des réflexions vraiment profondes. C'est ça, parce que comment se faire entendre, comment véhiculer le message si il n'est pas réceptif de l'autre côté, s'il n'est pas disponible de l'autre côté? Moi, le champ de la question me semble trop large, très personnellement. Parce que, voilà, même quand on va parler d'accessibilité, il y a l'accessibilité au livre, mais il y a aussi, voilà, j'avais des éditrices avec moi de livres audio hier qui témoignaient qu'elles menaient des actions auprès d'un public qui ne pouvait pas lire de non-voyants. Et là aussi, on revient à une problématique d'accessibilité. Le champ me semble extrêmement large. On peut tous parler, hein, on a tous quelque chose à dire. Mais voilà. Julie? Oui, je vais rejoindre ce qu'elles ont dit, mais effectivement, le livre aide à réduire cette inégalité dans un sens, mais je reviens encore sur le même problème, c'est que c'est ceux qui ont accès à ces livres qui, justement, peuvent avoir
cette faculté de combattre les inégalités ou plutôt acquérir de nouvelles connaissances qui peuvent leur permettre de s'émanciper, on va dire ça comme ça. Mais encore que là, il s'agirait d'un groupe spécifique, de ceux qui ont accès à ce livre. Donc, dans ce sens-là, si on part de ce groupe qui ont accès à ces livres, oui, le livre peut aider à combattre des inégalités. Dans l'imaginaire, par exemple, en poussant la réflexion plus loin et en permettant aux autres de vraiment faire plus que ce qu'on ne devrait faire d'habitude. Donc, le livre peut également aider à stimuler ce qu'on peut faire. Par exemple, je peux donner un petit exemple. Moi, c'est en lisant, quand j'étais toute petite, c'est en lisant que je m'étais dit que j'avais commencé à imaginer aussi des petites histoires comme ça dans ma tête. Et je m'étais dit déjà à l'école primaire, hein, je me disais un jour j'écrirai aussi. Sans savoir exactement ce que j'allais dire. Mais le fait que je lisais beaucoup, ça me donnait également des idées, ça me permettait de laisser parler mon imagination. Et avec le vécu quotidien, je me suis également lancée dans l'écriture, ce qui voudrait dire que je véhicule, comme disait Agnès tout à l'heure, une partie de moi, une partie de mes émotions, qui également vont rencontrer un lecteur quelque part. On aura peut-être la même façon de voir les choses ou elle pourra ajouter quelque chose. Donc, c'est une façon également de s'émanciper ou de réduire ces inégalités. Mais encore que là, c'est juste une tranche, en fait. Une partie de ce qu'on peut parler de la réduction de l'inégalité. Je peux aussi répondre dans ce sens-là. Le livre est quand même un magnifique vecteur de sensibilisation. Hein. Oui, c'est très puissant. Et quand en plus, cette sensibilisation, elle passe à travers des histoires. J'ai en tête le livre de Djaïli Amadou Amal, par exemple. Voilà, je veux dire, ça touche. Ça prend une dimension tout autre aussi. Oui, oui. Exactement. Et Agnès, tu as parlé de quelque chose de très important qu'on a tendance à négliger, les personnes aveugles, la littérature en braille. Oui. Dans ma ville, il y a un rayon au niveau de la bibliothèque où il y a quelques ouvrages, mais c'est vraiment que c'est un public un peu négligé aussi. Oui, oui. Mais justement, hier, Ahmad Hudson, qui a les éditions Aku Books, donc c'est au Ghana, à Accra, m'a expliqué, donc aujourd'hui c'est la principale éditrice de livres audio en Afrique de l'Ouest. Elle expliquait qu'en fait elle avait créé sa structure parce que sa maman, qui était elle-même écrivaine et qui adorait lire, perdait la vue. Donc à un moment donné, elle cherchait, elle ramenait des livres audio, elle achetait en ligne des livres audio et autres, mais qui n'étaient produits qu'à l'étranger, donc des imaginaires qui ne correspondaient pas à l'environnement de sa maman. Et à un moment, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça, en fait, qu'elle en est arrivée à créer cette structure il y a quelques années. C'est très bien. Oui. Vraiment. J'ai un faible pour les livres audio. J'ai un faible pour les livres audio dans la mesure où je sens que on peut ressentir l'émotion du livre par la voix. En fait, parce que, j'étais journaliste radio, par exemple. Donc, je sais qu'à travers la voix, on peut facilement captiver l'émotion d'une personne. Donc, du coup, moi, je me dis que le livre audio, la puissance qu'a le livre audio, c'est cette double puissance. Il retransmet l'émotion de l'auteur au lecteur à travers la voix. Et je trouve que c'est très beau. J'ai vraiment particulièrement un faible pour les livres audio. Mais ce qui me plaît encore avec le livre audio, c'est que ça me rappelle les histoires autour du feu au village. J'ai l'impression que c'est un sage qui nous raconte l'histoire. Il manque juste les bruits de fond avec les grillons, les cris. C'est magnifique. On parle de cette oralité-là d'avant qui se transforme en livre audio. Dans les bons livres audio, il y a les bruits de fond très souvent. Voilà. Et c'est vrai que le livre audio est naturel. Quelque part, il s'inscrit naturellement en Afrique de par cette tradition d'oralité, c'est clair. Oui, c'est vrai. Oui. Exactement. J'ai essayé de jouer avec le livre de Gorille des montagnes. On a même pris les cris des gorilles. Au début du livre audio, puisqu'on en a fait quand même, il y a les bruits du gorille. Il y a un gorille en train de
rire ou je crois de crier. Avant que la personne commence à lire, il y a d'abord ce bruit-là. Puis la personne lit, dit que le gorille. Et au fond, quand il dit que je marche, on a le bruit de feuilles. Donc, on essaye un peu de renvoyer l'enfant à cette en fait, qu'il s'imagine un gorille en train de marcher. Et on a le bruit des feuilles. Et la nuit, quand je m'endors sur l'arbre, on entend le bruit de la nuit. Ah, oui. c'est beau ça. Alors, je vois qu'il y a une question pour moi. Alors, dans les romans de Marie-Françoise, les personnages féminins ont toujours la part belle, les rôles premium. Est-ce une façon de combattre une inégalité? Oui, complètement. Surtout dans le roman policier, où j'ai remarqué que notre rôle à nous femmes, dans la plupart des romans policiers, est tellement minimisé. Si on ne joue pas le rôle de la victime, on joue le rôle de l'idiote de service ou un petit rôle secondaire. Donc, c'est à nous de changer les choses. Donc, moi, mon roman policier, le commandant de police, c'est une femme. C'est pas courant, ça. C'est toujours les hommes au poste stratégique dans tout ce qui est policier. Moi, j'ai voulu changer les choses. Aujourd'hui, ça existe des femmes commandantes des polices. Aujourd'hui, ça existe des femmes qui mènent des enquêtes, médecins, légistes. Pourquoi est-ce qu'elles existent dans le monde et on ne les met pas en avant régulièrement? Ben, moi, je le fais à travers nos ouvrages. Voilà. Je mets nos femmes en avant parce qu'elles en ont les capacités, parce qu'elles le font tous les jours. Et c'est à nous de mettre la lumière sur ces femmes-là, sur leurs actions. Et puis, j'aime bien comment le premium a été mis en guillemets. Pareil aussi pour la BD aussi. J'ai remarqué qu'au niveau de la BD, la plupart des scénaristes BD, ce sont des hommes. C'est pas que les hommes ont monopolisé. Non, c'est que j'ai l'impression que nous, les femmes, ça nous intéressait pas plus que ça. L'écriture de scénarios, autant on est nombreuses dans le roman, dans la poésie, la nouvelle, mais en tant que scénariste BD, nous ne sommes pas très nombreuses, alors que ça reste aussi un excellent vecteur pour véhiculer les messages. Parce que là, il n'y a pas que le texte, il y a l'image en plus. Donc, c'est plus de public, plus de jeunes touchés et plus de personnes qui n'aiment pas lire de toucher aussi. Donc, de voir que de plus en plus de femmes aussi viennent à la scénarisation BD, ça, je trouve ça excellent et ça nous donne encore plus d'armes pour nous faire entendre, pour revendiquer nos droits et mettre plus de lumière sur nos actions. Voilà, j'espère avoir répondu. Ben, j'espère également que votre question a apporté satisfaction à cette personne qui vous l'avez adressée. De là, on va continuer avec le débat. Et je tiens à rappeler que cet échange que nous avons là entre nous se fait autour de la thématique ce que femmes veulent. Et j'ai avec moi 3 autrices exceptionnelles avec moi qui sont profondément engagées, que ce soit dans leurs œuvres et que cela soit aussi dans d'autres actions qu'elles posent. Là, spécifiquement, je parlerai de Agnès Audiage, qui est également auteure et éditrice. Et Julie aussi, vous êtes éditrice. Vous me recevez? Désolée, le son Oui, était on trop n'a pas mauvais. bien. Hein. Oui, vraiment, le son, ça vient d'outre-tombe, là. On entend très mal. Oui. Ah, mais pour le son, je suis désolé, mais c'est un peu pareil. Je reçois de la même façon. C'est pas trop audible. Bon, c'est pas grave, on va tendre l'oreille. Sinon, écris la question dans le chat. Oui, par exemple. Ouais, la connexion fait des caprices, il y a des jours comme ça. Du coup, moi, je peux poser une question. Marie-Françoise, où est-ce que tu es basée? Je suis en France. D'accord. Et est-ce que tu seras au Salon du Livre africain de Paris? Oui, ce week-end, oui. Eh ben voilà, on va se croiser là-bas. Oui, super. Le rendez-vous est pris, avec
Voilà, plaisir. j'y serai le 14. Ben, c'est parfait. Au plaisir alors de se voir au salon. C'est vrai D'accord. qu'il y a un monde fou, mais c'est une folie ces 3 jours. Incroyable. Donc, on a perdu notre intervenant, Il est en train d'écrire un modérateur. roman, hein, c'est juste une question. Il est en train de nous écrire un livre. Alors, une petite parenthèse, juste pour vous dire. Tout à l'heure, je vous disais que moi, je travaillais à ouvrir des portes et l'internationalisation. Marie-Françoise, tu as écrit un livre qui a été édité par les Lettres Mouchetées, donc Muriel Oui. Troidec. Par exemple, j'ai fait inviter Muriel Troidec aux Émirats Arabes Unis, où elle s'est retrouvée dans un Oh, événement ultra professionnel, où il y avait quasiment 1000 éditeurs du monde entier. waouh. Voilà, tu lui poseras la question. Ça, c'est juste l'illustration, parce que tout à l'heure, tu as dit lettres mouchetées, ça fait tilt dans ma tête. C'est exactement l'illustration de ce D'accord. que je... Ok. C'était cette année? C'était en octobre dernier, oui. Ah, très bien. Ok. Et c'était quoi l'objectif? Mise en relation avec les autres C'était, éditeurs? c'était la Publishers Conference, donc la conférence des éditeurs, qui était destinée à... C'est un événement très professionnel, hein, vraiment uniquement professionnel, où il y avait quasiment un millier en fait d'éditeurs, hein, et l'idée c'était de négocier des droits d'un pays vers un autre. D'accord. Donc, les éditeurs prenaient eux-mêmes leurs rendez-vous. Donc, Muriel a pris un certain nombre de rendez-vous. Et voilà, ça. Alors, ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut faire que vos livres voyagent en Afrique, voyagent en dehors de l'Afrique. Voilà. Ah, très bien. Oui. Très bien. Ok. Donc, en fait, vos événements ne sont pas fixés dans un pays donné, en fait. Vous le faites autant, voilà, dans tel pays, selon l'opportunité qui se présente, et ainsi de suite. J'ai fait, par exemple, en janvier, j'ai fait inviter 6 éditeurs d'Afrique francophone, parce que l'Afrique francophone n'est pas connue dans le monde anglophone, en fait. Oui. J'ai fait inviter 6 éditeurs d'Afrique francophone à la Foire internationale du livre de Chennai, dans le sud de l'Inde. Waouh. Et ils étaient ravis, ils ont acheté des droits, ils ont vendu des droits. D'accord. Voilà. Et pourquoi l'Inde? Parce qu'on a eu une opportunité. En fait, moi, j'ai travaillé à ouvrir cette porte qui n'existait pas. Voilà, une opportunité pour eux. D'accord. Waouh. Faut le faire, c'est énorme. Oui. Oui. C'est super. Ok. Et là, Et du en coup, même vous temps, êtes au c'est Pérou? génial de se dire que ces éditeurs, vous voyez ce que je veux dire? Ces éditeurs ont amené vos livres, puisque vous êtes auteurs toutes les deux, vous voyez, ont pu amener des livres d'auteurs africaines dans des contextes complètement différents. Différent, oui. C'est fou, hein? Arabes Unis, Inde, Togo. Là, vous êtes au Togo? Oui, au Ouais, je suis Togo. au Togo. Je serai donc, après Paris, je pars le 15 mars à Madagascar. Je travaille beaucoup sur Madagascar aussi. Ah, d'accord. Et Toujours dans le ensuite, même j'emmène, style avec les éditeurs? tout à fait, ouais. Et début avril, j'emmène des libraires d'Afrique francophone à Sharjah, donc les Émirats Arabes Unis aussi, pour un événement uniquement de libraires du monde entier. Waouh. Et c'est D'accord. pour ça, et en fait, à chaque fois, ben, ils apprennent des Oui. choses, ça les ouvre, ça les professionnalise sur leur métier, ils ont des échanges au même niveau que les autres. Vous voyez ce que Que je veux dire? les autres, oui. Voilà, ils Oui, deviennent oui, des acteurs internationaux, c'est ça qui est intéressant. oui. D'accord. Mais dans ce cas-là, je suis un peu jalouse là parce que je me dis, mais vous faites ce qu'il faut pour les éditeurs et les libraires et nous les auteurs. Hein, Julie, ça aurait été super de nous emmener ici en Inde, faire des Oui, connexions, oui, exactement. aux Hein. Faut Émirats, faire quelque chose etc. pour les auteurs aussi. Alors, Quelque j'ai chose pas pour plus les de 24 heures auteurs. dans une journée, hein, déjà. Et c'est vrai que je suis plus centrée quand même sur le maillon édition-librairie. Oui. Après, il y a plein de contextes où on invite les auteurs, mais voilà, Oui. c'est... Non, Dans ce je sens, pense qu'une on connexion peut. comme ça avec les auteurs, ça peut donner quelque chose de bien. Regardez ce que Oui. Julie fait, par exemple. Moi, je connaissais pas le travail de Julie, ses ouvrages sur les enfants, alors que moi, je fais un Oui. peu la même chose dans mon coin. Donc, aujourd'hui, la connexion que j'ai avec Julie ferait que je pourrais la contacter pour voir ce qu'on peut Oui. faire ensemble dans le cadre de la jeunesse. Donc, si on avait un événement au Salon du Livre africain, je pense que le temps est court. Il y a tellement de monde que les échanges, c'est assez compliqué. Oui. Est-ce que peut-être un événement où on peut aussi se retrouver, prendre le temps de voir les projets qu'on peut mettre en place, créer des connexions? Est-ce qu'on pourrait créer un événement comme ça?
Juste connexion, hein, pas un salon du livre en tant que tel. C'est pas la peine de refaire ce qui existe déjà. Mais après, vous savez, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est des questions de lien. Voilà, moi, je ne vous connaissais pas ni l'une ni l'autre. Mon premier réflexe va être d'envoyer un message à Pauline et de lui dire donne-moi des coordonnées et de vous faire un message. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on a été en connexion. Donc voilà, si à un moment donné, j'ai une porte qui peut s'ouvrir, eh ben super. Vous voyez, comment dire, ce sont ces liens qui sont richissimes en fait. C'est vrai. Oui. Oui, en fait, on a commencé là, ça y est. Ah, il est de retour? Non, notre modérateur est là? Tu es là, Jo? Son micro est fermé, on dirait. Et oui, je suis là, mais vraiment, je m'excuse pour cette petite difficulté technique. Non, pas de souci. Alors, désolé pour cette petite difficulté technique là. Il n'y a pas eu de temps mort ici. Vous me recevez? Il n'y a pas eu de temps mort. Ah, okay, super. Ah, on dirait que ça bug à nouveau? Oui. Ah, mince. Ça bug à nouveau, oui. Ah là 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 là. Bon, on va continuer, hein. Agnès, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu du côté du Congo-Brazzaville? Non. Et la vérité, je n'y suis jamais venue. C'est qu'on vous a jamais fait la moindre proposition, il n'y a jamais eu de connexion. C'est pour ça que je dis les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, je n'y suis jamais venue en fait. D'accord. Ok. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup aimé et ça m'intéresserait vraiment de savoir un petit peu. Voilà, on le fera après la vidéo évidemment, mais ce que vous faites l'une et l'autre, parce que voilà, aujourd'hui, je travaille beaucoup aussi avec des éditeurs jeunesse. En entendant Julie, ça me parlait complètement. Ce qu'elle disait tout à l'heure. Et j'étais déjà en train de me dire, ah, mais je pourrais la connecter avec un tel, je pourrais la connecter avec un tel. Mais voilà. Je vais, en fait, suite à ce forum qui s'est clôturé hier soir, il va y avoir une plateforme en ligne. Cette plateforme en ligne va à la fois référencer des éditeurs, référencer des catalogues que vous allez pouvoir consulter. D'ailleurs, ils existent déjà. Et on va mettre toutes les ressources du forum que vous allez pouvoir écouter en ligne. Ça va prendre quelques temps, le temps de les mettre, mais je pense aux notions de session de droit. C'est-à-dire, on a fait une captation vidéo de toute la formation sur les sessions de droit. On a fait une captation vidéo de toute la partie sur le numérique. Ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les éditrices de livres audio. Eh ben, Julie, par exemple, si ton livre audio, je me permets de tutoyer tout le monde, hein, mais si ton livre audio existe, propose-le à des plateformes également en Afrique. Oui. S'il existe en français, qu'il existe en anglais, là, je viens de te citer deux plateformes, une plus francophone, une plus anglophone. C'est ça qui est génial, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des connexions, mais j'entends que toi, tu fais quelque chose. Et comme je disais, voilà, moi, il suffit que je fasse le lien. Après, vous faites votre business, ça ne me regarde pas. Mais la proposition c'est ce que j'ai passé mon temps à faire pendant 3 jours, à dire aux gens, je vous mets les uns avec les autres. Et puis après, vous traitez vos affaires. Mais Agnès, quand tu proposes à Julie de mettre son ouvrage disponible sur la plateforme, c'est au format PDF? Non, on parle de livre audio là. Audio. Ah, audio, d'accord. Ok. Mais après, c'est valable aussi pour les e-books. C'est tout à fait valable. Je veux dire, là, on avait 2 gros intervenants. On avait la bibliothèque YouScribe, qui est quand même très répandue en Afrique. Et on avait 2 marques qui est aujourd'hui l'un des plus gros fournisseurs de contenu francophone dans le monde, qui étaient là. Donc, leurs formations ont été enregistrées, seront disponibles gratuitement en ligne. D'accord. Ok. C'est bien. Alors, si je saisis bien là, vous êtes en train de parler de vos perspectives à vous, Agnès Debiage. Nos perspectives communes. Voilà, on a déjà commencé. Oui, c'est ce que femme veut, hein. Ce que femme veut, quoi. C'est ce que les femmes veulent. Exactement. Mais et puis, jusqu'à la fin, hein. On a respecté notre thème. Hein. Quoi? Oui. Quoi? On a respecté le thème. Exactement. Mais pour vous deux, je ne sais pas si vous avez des perspectives, des nouveaux titres à publier bientôt, Julie, Marie-Françoise. Oh oui. Actuellement, je suis en train de travailler sur Elikia Idui, qui pratiquement sort de... Ça ne sera pas un livre cartonné comme les 3 premiers. Là, on va monter sur une tranche d'âge un peu plus... On va à partir de 8 ans, un peu plus, puisque
l'idée, en fait, c'est d'avoir différentes catégories de livres pour différents âges. Alors, Elika Idjui, on va mettre sur scène une petite fille de 10 ans qui sera l'héroïne pour plusieurs livres. Mais le premier numéro, elle va se rendre dans une île qui est basée au Congo. Et c'est une île dont on parle pas beaucoup. Alors, on fait ressortir la beauté de cette île. Bien entendu, c'est un mélange de fiction et de non-fiction, mais une très grande partie, c'est de la fiction. C'est une petite fille qui découvre une île pour la première fois et on parle des coutumes sur place, des habitudes des populations qui vivent sur place, de ce que l'île a à offrir. Et il y a le café, par exemple, il y a des fruits. Alors, elle se demande, est-ce que je peux pas faire une usine de fabrication de jus? Une petite fille qui rêve, en fait. C'est sur ce livre-là que je travaille, mais il y a 3 ou 4 autres manuscrits qui ont déjà été corrigés d'ailleurs, qui attendent juste d'être illustrés et publiés. Donc, en fait, l'idéal pour moi, c'est de publier au moins 3 livres chaque année, mais on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer. Donc, oui, il y a des livres en perspective, oui. Oui, Julie, j'aimerais savoir, excusez-moi, Julie, Oui. l'ouvrage de la petite fille sur l'île, Oui. tu as raconté un peu l'histoire, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas de dose de sorcellerie là. C'est dommage quand même. Non, non, il n'y a pas de dose de sorcellerie, malheureusement. Ah, c'est dommage. Là, elle est vraiment dans un monde. On a vraiment gardé ça hors sorcellerie. Soft, quoi. Oui. Ok. Oui, vraiment soft, oui. Ça Avant marche. de commencer, je sais qu'il y aura des doses de sorcellerie qui arrivent. Ah, c'est ça, nous, on attend. Mais on y va petit à petit, hein. On va pas choquer directement. Ça marche. C'est bon. Ok. Mais pour vous, Marie-Françoise, vous avez des projets d'écriture à venir? Oui, toujours dans. J'ai tellement aimé le format BD que je pense que je vais rester dessus. Donc, d'autres projets BD à venir. Et l'écriture est presque terminée. De toute façon, moi, désormais, je ne publie rien tant que c'est pas passé entre les mains de Pauline Angono, d'Acolyte pour la correction. Donc, d'ici là, je vais les mettre entre les mains de Pauline et à la rentrée prochaine, on aura une autre BD. Et moi, je suis restée sur la sorcellerie. Je ne suis pas allée en douceur, hein, Julie. Le titre, ça sera le portefeuille maléfique. Donc, le genre de portefeuille bourré d'argent qu'on ramasse. Et dès que tu utilises l'argent, la personne qui a utilisé l'argent meurt. La personne à qui il a donné l'argent meurt. Donc, c'est le combat de la personne pour arrêter cette malédiction. Donc, le titre, ça sera le portefeuille maléfique. Et je prévois de le publier en 3 tomes. Voilà l'actualité à venir. Et donc, il sera publié où pour l'instant, je ne sais pas encore. D'accord. Mais ça, c'est déjà intéressant, hein, le portefeuille maléfique. Moi, je garderais un œil dessus. Oui, je garderais un œil dessus. Moi, je garde l'œil sur la petite fille sur l'île. Yeah, c'est extrêmement intéressant. Mais là, par rapport à ce que vous nous dites concernant la BD, la bande dessinée, ben, c'est votre choix, c'est ce qui vous passionne pour l'instant, mais par rapport à la réception de là où vous comptez les publier, comment est la réception? La réception du manuscrit? Exactement. Je ne l'ai pas encore soumis. Je ne l'ai pas encore soumis parce qu'il n'a pas encore été corrigé par Acolyte. Je sais. Là, je parlais, en fait, vous avez déjà publié des BD. Une BD, oui. Yeah. C'est par rapport avec cette publication-là que je vous demande comment a été la réception. Ah, d'accord, excusez-moi, je n'avais pas compris. J'avoue que j'ai hâte d'aller au salon du livre pour avoir ce retour parce que depuis la publication en septembre là, 2024, j'ai pas, hormis le festival de la BD d'Angoulême, j'ai pas eu de contact et j'ai pas eu vraiment de retour. Donc justement, j'attends le salon du livre parce que c'est le meilleur moyen d'avoir les lecteurs en direct, de voir les ventes qui se font pour pouvoir en juger. Mais le peu que j'ai eu comme retour sur Internet, c'était déjà bien. Donc, hâte de voir les lecteurs en vrai, en face, pour avoir des retours en temps réel. Voilà. Ok, super. Je ne sais pas si les autres personnes souhaitent ajouter d'autres choses.
Non? Alors moi, j'aimerais, voilà, je disais Julie, j'aimerais avoir, et toutes les deux en fait, j'aimerais avoir vos coordonnées. Avec Il y a plaisir, une oui. personne qui demandait dans le chat Là, il y a une comment me question. Il y a une contacter. question pareille. Voilà, c'est simple en fait, j'ai un site web sur lequel il y a mon numéro de WhatsApp et mon mail. C'est ADCF, donc Agnès de Biage Coaching Formation, ADCF petit-africa.org. Là, vous allez voir un petit peu tout ce que je fais. Il est à peu près à jour. Et vous verrez des photos de tout et vous aurez mes coordonnées. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est noté. Donc, Super. ADCF Coaching Formation Africa. Non, 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 non. ADCF petit-africa.org. Et en fait, vous tapez dans LinkedIn Agnès de Biage et vous aurez tout aussi. Moi, D'accord. OK. À mettre les C'est coordonnées. noté. Mais là, Ok. s'il n'y a pas d'autres questions, c'est sûr qu'on avance à la fin de cette causerie. Là, je vais vous demander si vous avez un conseil à partager avec surtout les jeunes. Parce que aujourd'hui, pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est une chose que j'apprécie beaucoup, surtout dans le travail de Julie. En fait, Julie s'intéresse beaucoup aux petits et je pense vraiment, si nous voulons ou souhaitons avoir un monde meilleur, il faut commencer à la base. Et commencer avec les tout petits, c'est une chose extraordinaire, extrêmement importante. Et je vous félicite à ce sens, Julie. Mais là, si vous avez un conseil à partager avec les jeunes du continent africain et des autres coins du monde, ce serait quoi? Je leur dirais vraiment, je les encouragerais à lire. À lire. Je sais que c'est pas toujours évident en termes de moyens de se procurer des livres et tout, mais ils peuvent par exemple se rapprocher auprès des bibliothèques où les accès généralement sont assez accessibles, c'est abordable, hein, les bibliothèques, notamment dans les instituts français, parce que ce sont les genres de bibliothèques que moi je fréquentais lorsque j'étais plus jeune. Je vais vraiment les encourager à lire parce que lire nous permet d'ouvrir nous permet de nous ouvrir à différents Au horizons. monde. Exact. Lorsque vous voyagez, vous ne serez pas surpris parce que vous verrez, parce que c'est comme si vous aviez déjà vécu ça à travers les livres. Donc, c'est très important Exactement. de ne pas se limiter, et puis de ne pas se limiter à un genre de livre, mais vraiment voyager. Par exemple, pour la BD, moi, j'ai adoré Tintin, par exemple. Tout ce qui avait Tintin, je crois que j'avais lu presque tous les albums. Donc, de chercher à découvrir différents genres de livres et voir ce qui vous convient le mieux et pouvoir s'y accrocher. Mais en tout cas, je voudrais vraiment les exhorter à lire. Lire autant que vous pouvez, acquérir ces nouvelles connaissances, ouvrir votre esprit, pouvoir développer cet esprit critique, apprendre de nouveaux vocabulaires. Lire, c'est beau. Lire, ça vous permet de vous échapper. Lire, ça vous permet de vous détendre. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que la lecture. Donc, je voudrais vraiment exhorter les jeunes du continent à lire. Lire, 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 autant que vous pouvez, lisez. Super. Agnès? Alors, bon, je vais prendre la même chose, hein, parce que même si je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Julie, moi, je leur dirais, vous êtes dans votre pays, vous êtes dans votre ville, mais en fait, vous êtes avec le monde entier. Et aujourd'hui, Exact. Internet, et je pense que là, c'est l'illustration parfaite. On ne se connaissait pas les uns des autres. Exact. Internet permet aujourd'hui de se connecter, de Connecté rencontrer directement. des personnes, d'avancer. D'autres. Et je leur dirais, osez, osez, osez contacter, osez avancer, osez émettre des idées, osez faire tracer votre propre route, en fait, parce que chacun a son propre parcours. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, il y a une contrepartie à ça. Il faut le faire avec du sérieux, de la persévérance. Ça, c'est important. Voilà. C'est aussi simple que ça. OK. Marie-Françoise, il semble qu'elle n'est plus avec nous. Je ne la vois pas. Ouais, je crois qu'elle a disparu. Elle a disparu malheureusement. Mais vraiment, je profite de l'occasion pour vous remercier toutes les trois de nous avoir accordé ce temps précieux. En fait, il y a
Yeah, exactement. Je vous remercie de nous avoir accordé un peu de votre temps pour participer à cet échange qui se faisait autour de la thématique Ce que femme veut. Et il faut dire que j'ai beaucoup appris de vous. Et c'est comme un cadeau pour moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, le 9 mars, et je reçois cet échange comme mon cadeau. Et je vous encourage à rester toujours positive, à garder cette même détermination pour les choses que vous faites. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce que moi, je suis originaire d'Haïti, je suis né en Haïti. Bon, Haïti, en ce moment, c'est un pays qui connaît des situations extrêmement difficiles. Mais Haïti aussi, il y a des lecteurs. Il y a des lecteurs parce que j'ai eu la chance de travailler à la bibliothèque du Centre culturel Pierre-Poudré. Là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'auteurs. Mais c'est un pays en même temps, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'en Haïti, la démocratisation du livre, on n'est pas encore là. Et je pense que ces genres d'échanges, ces genres de débats qui nous permettent de rencontrer d'autres gens, d'échanger avec eux, et par rapport avec les discussions on a la possibilité d'apprendre de leurs expériences. Et j'encourage vivement ces genres d'activités. Et personnellement, je vous fais cette demande. C'est sûr qu'après cet échange, je vais vous contacter. Ah, vous êtes de retour, Marie-Françoise. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée en coulisses et j'arrivais pas à remonter. Ah, ben, ça arrive, ça venait juste de m'arriver aussi. Ben, ce sont des choses techniques, ça arrive. En fait, j'étais en train d'adresser cette dernière question à vous, et je vais le reprendre pour vous. Un conseil pour les jeunes du continent africain et les jeunes qui sont dans les autres coins du monde. Un conseil pour eux. Ce serait quoi? Qui s'intéressent à la lecture, qui lisent, vraiment, qui lisent. Il n'y a pas meilleur moyen pour s'évader, il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre, il n'y a pas meilleur moyen pour voyager, il n'y a pas meilleur moyen pour se libérer des frontières que de lire. Oui, qui lisent, qui s'intéressent vraiment à la lecture. Avec le peu qu'ils ont, parce que moi, je me rappelle, pendant la guerre qu'il y a eu dans mon pays en 97, il n'y avait pas de livres. Et on ramassait des bouts de journaux, ne serait-ce que pour pouvoir lire 2, 3 lignes. Donc, ça nous nourrissait, quoi. Donc, lisez encore et encore. Il n'y a rien de tel pour s'enrichir. Ben oui, vraiment, merci. Je vous remercie toutes les trois, encore une fois. Ça a été un plaisir. À vous. Ça a été vraiment un plaisir. J'espère que les activités vont pouvoir se continuer. Et je vous souhaite à toutes les trois également du succès de ce que vous faites. Et merci. Déjà, ben, c'est sûr que aujourd'hui, c'est une grande première. Ben, surtout pour moi, avant, je ne vous connaissais pas, mais là, j'ai eu la chance de vous rencontrer. Ben, c'est sûr que nous allons pouvoir rester en contact. Et moi, c'est sûr que je vais vous mettre en contact avec des gens extrêmement importants, intéressants, surtout en Haïti et au Brésil. Hein, attention à ce que tu dis parce qu'on va revenir vers toi. Hein. Ah oui. D'accord, aucun problème. Bella, vraiment merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot juste avant de mettre fin définitivement à cet échange. Un dernier mot. Un dernier mot. Moi j'aimerais dire que je suis très contente d'avoir rencontré Marie-Françoise et surtout Agnès, parce que je suis d'accord avec ce qu'Agnès a dit, ce qu'on a besoin en tant que professionnel du livre, d'être vraiment connecté. Je pense que ça pourrait faciliter beaucoup de choses et rendre le livre beaucoup plus accessible, même dans des coins où on ne pouvait pas imaginer. Mais en travaillant de manière isolée, ça rend la tâche beaucoup plus difficile. Donc, je suis exactement. Oui, je suis vraiment très contente et très honorée surtout d'avoir eu part à ce débat. J'ai beaucoup appris aussi entre-temps. Donc, je pourrais également encourager les différentes personnes qui œuvrent justement dans le monde littéraire en Afrique de rester connectées. Je ne pense pas qu'à ce niveau-ci, on devrait parler de concurrence, mais plutôt de complémentarité. On se complète en fait. Moi, je suis d'accord. Complémentarité, c'est le vrai mot. On se complète. Ce que moi, je ne peux pas faire dans la bande dessinée, par exemple, je sais que je peux facilement
me fier à ce que Marie-Françoise fait. Donc, elle n'est pas ma concurrente, mais plutôt, elle complète ce que je fais. Moi, je me Exact. limite à Exact. une telle tranche d'âge. Par exemple, je me limite à 15 ans. Elle, peut-être, va au-delà de 15 ans. Et ce Au-delà. sont les Exact. mêmes Yeah. enfants qu'on continue à entraîner dans le monde de la lecture. Donc, c'est très important de rester connectés les uns et les autres. C'est ce que je pourrais dire comme dernier mot. Excellent. Moi, je crois à la force des réseaux Oui, et oui, des réseaux qu'on construit en fait tous les jours. Et je pense que cette oui, visio, c'est le meilleur exemple d'un réseau qui s'est oui, légèrement élargi encore un petit peu aujourd'hui. oui, oui. J'étais à Oui. Yaoundé il y a un an. J'ai rencontré Pauline pour la première fois. Pauline suit ce que je fais, moi je suis ce qu'elle fait. Elle m'a invité à venir à cette visio. J'ai rencontré Jean-Charles, Julie, Marie-Françoise. Ben voilà, c'est génial. Oui, c'est génial. Super. Bien, merci et merci au Je rejoins public Agnès, également. vraiment. La beauté du réseau, il y a rien de tel. Surtout Oui. pour moi qui ne suis que écrivain, qui suis enfermé dans ce que je fais, c'est un travail solitaire. Donc, avoir cette possibilité de se rencontrer les uns les autres, d'échanger, de se connecter, il n'y a rien de tel, quoi. Donc, ravi de vous avoir rencontré et au plaisir de pouvoir pousser la réflexion en dehors de ce débat-là d'aujourd'hui. Et vraiment, merci. À la prochaine. Bonne fin de Merci. journée à tous. Merci Au beaucoup. revoir. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.